Un tankiste allemand s'arrête sur une route de terre en Ukraine le 23 juin 1941. Devant lui, une colonne de chars soviétiques abandonnés. Dizaines de machines, trappes ouvertes, moteurs encore tièdes. Aucune trace de combat. Aucun obus autour. Les équipages ont disparu. Il écrit dans son rapport « Il ne comprend pas. Ces chars peuvent rouler 2 fois plus vite que le sien. Ils auraient pu fuir. Ils n'ont pas bougé. » Ce char s'appelle le BT-7. Il peut atteindre 86 km/h sur route, une vitesse qu'aucun tank allemand ne peut approcher en 1941. L'Union soviétique en a produit 5753 entre 1935 et 1940. En juin 1941, il représente l'épine dorsale de la plus grande armée blindée que le monde ait jamais vue. Et en 8 semaines, cette armée perd plus de 12 000 chars. Les Allemands, eux, en perdent environ 400. 7 pour 1, en faveur des Allemands. 7 ans avant cette catastrophe, à Paris, un lieutenant-colonel français tient dans ses mains un rapport militaire sur ce même char. Il note que la machine est remarquable, pas seulement par sa vitesse, mais par la doctrine qu'elle incarne. Une doctrine de percée profonde, de vitesse, d'encerclement. Une doctrine qui ressemble étrangement à ce qu'il défend lui-même depuis des années face à un état-major qui refuse de l'écouter. Ce lieutenant-colonel s'appelle Charles de Gaulle, et l'homme qui a conçu cette doctrine, il le connaît personnellement. Ils ont partagé une cellule dans un camp de prisonniers allemands pendant la Grande Guerre. Pour comprendre pourquoi des milliers de chars soviétiques brûlent sans avoir tiré un seul coup de feu, il faut remonter à un camp fortifié en Bavière, à une transaction illégale dans le port de New York, et à un homme qui a inventé la guerre blindée moderne, et que son propre pays a rejeté. En 1916, le fort numéro 9 d'Ingolstadt est le camp le plus redouté d'Allemagne. Ce n'est pas une prison ordinaire, c'est le Kolditz de la Première Guerre mondiale, réservé aux officiers considérés comme irrécupérables. Ceux qui tentent de fuir, encore et encore, quelles que soient les punitions. 2 de ces prisonniers les plus obstinés partagent une cellule. Le premier est un capitaine français, du nom de Charles de Gaulle, capturé à Verdun en mars 1916, laissé pour mort sur le champ de bataille. Il a déjà tenté de s'évader 4 fois. Le second est un lieutenant russe de 23 ans, Mikhail Tukhachevski, capturé par les Allemands en février 1915. Lui aussi a tenté de fuir 4 fois. 2 soldats entêtés, enfermés dans la même cellule, qui passent des heures à débattre de l'avenir de la guerre. Ce qu'ils partagent va bien au-delà de l'obstination. Tous 2 sont convaincus que la prochaine guerre ne se gagnera pas dans les tranchées, que la vitesse et la profondeur de pénétration remplaceront l'attrition, que les chars ne sont pas des outils d'appui à l'infanterie, ils sont l'arme principale, capable de frapper l'arrière ennemi avant qu'il puisse réagir. De Gaulle développera ses idées dans un livre publié en 1934. Tukhachevski les transformera en doctrine officielle de toute l'armée rouge et en machines de guerre concrètes, produites par milliers dans les usines de Kharkov. Cette machine, c'est le BT-7. Sa naissance est à l'image de toute l'histoire qui va suivre, brillante, paradoxale et profondément humaine. Elle commence non pas à Moscou ni à Kharkov, mais dans un atelier de mécanique du New Jersey, avec un homme que son propre pays vient de rejeter pour la 3e fois. En 1928, Walter Christie est un ingénieur américain de 63 ans, ancien pilote de course, inventeur incompris. Il a conçu le char le plus rapide du monde. L'armée américaine a évalué son prototype. Le véhicule atteint 45 km/h en tout terrain, contre 16 pour le char standard américain. Elle a refusé le projet. Trop cher, trop en avance, incompatible avec la doctrine en vigueur. Christie se retrouve sans contrat, avec des dettes et un prototype que personne ne veut. Ce que Christie ne sait pas, c'est que des agents soviétiques suivent ses travaux depuis des mois. L'organisation commerciale soviétique Amtorg, officiellement une société de négoce, est en réalité une structure de renseignement économique. Elle négocie l'achat de 2 prototypes pour la somme de 60 000 $, auxquels s'ajoutent 100 000 $ pour les droits de production et la documentation technique. 160 000 $ au total, à une époque où le salaire annuel d'un instituteur américain ne dépasse pas 500 $. La transaction est illégale. Les États-Unis et l'Union soviétique n'ont pas de relations diplomatiques.
Christie n'a obtenu aucune autorisation du département d'État ni du ministère de la Guerre. Les deux chars sont chargés sur un cargo à New York sous une documentation falsifiée. Ils sont déclarés comme tracteurs agricoles, livrés sans tourelle pour renforcer la couverture. Christie signe lui-même les faux documents. Il sait exactement ce qu'il fait, et il s'en moque. Son propre pays l'a rejeté. Qu'ils assument les conséquences. Au printemps 1931, les deux tracteurs arrivent à Kharkov. Les ingénieurs soviétiques les démontent pièce par pièce. Ce qu'ils trouvent les stupéfie. Un système de suspension à roues indépendantes, la suspension Christie, qui permet aux chars de rouler à grande vitesse sur chenilles ou de retirer les chenilles en 30 minutes et de foncer sur ses roues à plus de 70 km/h sur route. Une machine convertible, conçue pour traverser un continent. Tukhachevski voit immédiatement ce que cette machine peut faire dans le cadre de sa doctrine. Il lance la production en série. Le BT2, puis le BT5, puis en 1935, la version définitive, le BT7. Blindage léger, 22 mm au maximum, canon de 45 mm, 3 hommes d'équipage, et une vitesse qui n'a aucun équivalent dans aucune armée. À Moscou, Tukhachevski est au sommet de sa puissance. Maréchal de l'Union soviétique depuis 1935, il dirige la modernisation de toute l'armée. En janvier 1936, il se rend à Paris pour une visite officielle dans le cadre du rapprochement franco-soviétique. Il retrouve De Gaulle, désormais lieutenant-colonel, tout juste auteur de « Vers l'armée de métier » que l'état-major français a rejeté comme une utopie dangereuse. Lors d'un dîner, les deux hommes évoquent Ingolstadt, la cellule, les discussions sur la guerre de mouvement. Tukhachevski, peu avant sa mort, écrira un traité sur la mécanisation pour l'armée rouge. Il y évoquera son ancien compagnon de captivité comme le brillant écrivain militaire français, De Gaulle. Moins d'un an après ce dîner, Tukhachevski est arrêté. Le 22 mai 1937, à 6 h du matin, 2 voitures noires s'arrêtent devant la résidence de Tukhachevski à Moscou. Le maréchal vient d'être nommé commandant du district militaire de la Volga, une rétrogradation déguisée, loin du pouvoir central. Il monte dans la voiture sans résistance. Il a 44 ans. Il joue du violon, peint des aquarelles, parle couramment le français et l'allemand. 21 jours plus tard, il est fusillé dans les sous-sols de la Lubyanka. Le protocole d'interrogatoire qui survit dans les archives soviétiques est maculé d'une substance brune, identifiée des décennies plus tard comme du sang projeté par un corps en mouvement. Avec lui disparaît bien plus qu'un homme. Entre 1937 et 1939, 11 des 13 commandants d'armée soviétiques sont exécutés. 57 des 85 commandants de corps fusillés. 110 des 195 commandants de division fusillés. Les survivants ont compris le message. Toute association avec les idées de Tukhachevski est mortelle. La doctrine de l'opération en profondeur, la raison d'être du BT7, devient une théorie maudite que personne n'ose défendre. Le maréchal Vorochilov, fidèle de Staline et incompétent notoire selon tous ses contemporains, tire les conclusions de cet épisode espagnol avec le général Pavlov. Les chars sans infanterie sont inutiles. En novembre 1939, les corps mécanisés sont dissous. Les BT7. Des milliers de machines conçues pour opérer en masse, en profondeur, à grande vitesse, sont redistribuées par petits groupes aux divisions d'infanterie. 10 chars par division, comme appui au fantassin. L'arme la plus rapide du monde est transformée en tracteur d'escorte. Mais avant que cette décision ne révèle toute sa démence, il se passe quelque chose d'extraordinaire en Mongolie. En mai 1939, une unité de cavalerie mongole entre dans une zone frontalière disputée entre la Mongolie soviétique et le Mandchoukouo japonais, près d'un fleuve appelé Khalkhin-Gol. La cavalerie mandchoue la repousse. Les Mongols reviennent en plus grand nombre. L'armée japonaise du Guandong décide d'en finir et engage la 23e division d'infanterie, appuyée par 70 chars. L'état-major japonais est confiant. Les officiers soviétiques qu'ils ont affrontés jusqu'ici leur ont semblé désorganisés, timorés, incapables d'initiative.
les purges de Staline ont achevé de les convaincre que l'armée rouge est une coquille vide. Ce qu'ils ignorent, c'est que Staline vient d'envoyer en Mongolie un général de 42 ans qui a survécu aux purges par un mélange de talent brut et de chance pure. Il s'appelle Georgi Zhukov. Il arrive avec des ordres simples. Éliminer la menace japonaise de manière définitive, sans demi-mesure. Zhukov évalue la situation en quelques jours. Les Japonais sont excellents dans la défensive statique et dans les assauts d'infanterie nocturne. Il manque d'artillerie lourde, de chars modernes et surtout de mobilité motorisée. Leur logistique repose sur des chevaux et des convois à traction animale, dans une steppe plate à plus de 600 km de la voie ferrée la plus proche. Zhukov fait venir par camion, 4000 camions sur 600 km, des munitions, du carburant, 3 brigades de chars. Parmi elles, des centaines de BT-5 et BT-7. Le 20 août 1939, à 5h45, 557 avions soviétiques ouvrent les hostilités. Une préparation d'artillerie de 3 heures s'ensuit. Puis Zhukov lance ses blindés sur les deux flancs simultanément, exactement comme Tukhachevsky l'avait théorisé, exactement comme le BT-7 avait été conçu pour le faire. La 23e division japonaise est encerclée avant d'avoir pu réagir. Ce qui suit dépasse tout ce que les Japonais avaient imaginé. La vitesse des BT-7, leur capacité à couvrir des dizaines de kilomètres en quelques heures à travers la steppe, rend toute retraite impossible. Sur 100 soldats de la 23e division, un seul survit. Le général Komatsubara, qui commande les forces japonaises, rentre au Japon couvert de honte. Quelques semaines plus tard, il se suicide selon le rituel du seppuku, s'ouvrant le ventre avec son propre sabre pour prouver sa sincérité à l'empereur. Le lendemain de l'armistice, Staline envahit la Pologne. À Tokyo, l'état-major tire une conclusion qui va changer le cours de la guerre mondiale. Il ne faut pas affronter l'Union soviétique. La stratégie dite du coup vers le nord, l'attaque de la Sibérie, est abandonnée. Le Japon se tourne vers le Pacifique et l'Asie du Sud-Est. Cette décision, née de la défaite à Khalkhin Gol, permettra à Staline, 2 ans plus tard, de transférer 18 divisions, 1700 chars et 1500 avions du front sibérien vers Moscou au moment le plus critique de la guerre contre l'Allemagne. Le BT-7 vient, sans le savoir, de sauver l'Union soviétique une première fois. Mais personne à Moscou ne tire la bonne conclusion. La victoire de Zhukov est attribuée à la supériorité numérique et à l'artillerie, pas à la doctrine de l'encerclement blindé. Les corps mécanisés restent dissous. Et dans les usines de Kharkov, la production se poursuit. Des milliers de BT-7 s'accumulent dans les dépôts, répartis entre des divisions qui ne savent pas comment les utiliser, commandés par des officiers trop jeunes pour avoir connu Tukhachevsky et trop prudents pour défendre ses idées. En mai 1940, l'Allemagne envahit la France. En 6 semaines, le pays capitule. Staline étudie les rapports avec attention. Ce que les Allemands viennent de faire, percée rapide, exploitation en profondeur, encerclement des réserves avant qu'elles puissent être engagées, c'est exactement ce que Tukhachevsky avait théorisé. C'est exactement ce pourquoi le BT-7 avait été construit. Staline reconstitue immédiatement les corps mécanisés. En juin 1940, l'ordre est donné de former 29 nouveaux corps, chacun devant aligner plus de 1000 chars. Les tables de dotation prévoient 31 574 chars pour l'ensemble de ces formations. L'armée rouge en possède 24 000 en tout. Et parmi eux, seulement 7 000 sont en état de combattre plus de quelques jours sans tomber en panne. Il reste exactement 13 mois avant le 22 juin 1941. Le 22 juin 1941, à 3h15 du matin, 1 400 000 soldats allemands franchissent la frontière soviétique sur un front de 2000 km. Dans les états-majors des corps mécanisés soviétiques, les téléphones sonnent dans le noir. Les officiers reçoivent des ordres, puis des contre-ordres, puis d'autres ordres qui contredisent les 2 premiers. Le général Kirponos, commandant du front sud-ouest, reçoit 3 directives contradictoires en moins de 48 heures. Attaquer immédiatement, attendre les renforts, se replier sur des positions défensives, attaquer quand même.
Dans ce chaos, 5 corps mécanisés soviétiques reçoivent l'ordre de contre-attaquer vers l'ouest, dans le triangle formé par les villes de Loutsk, Brody et Dubno. Ce que personne dans ces états-majors ne sait encore, c'est qu'ils s'apprêtent à participer à la plus grande bataille de chars de l'histoire. Une bataille dont personne n'entendra parler pendant des décennies, éclipsée par les mythes de Koursk et de Stalingrad. D'un côté, 3140 chars soviétiques, de l'autre, 618 chars allemands. Un rapport de 5 contre 1 en faveur des soviétiques. Le résultat sera une catastrophe totale. Le 8e corps mécanisé du général Ryabitchev reçoit l'ordre de se porter au contact le 23 juin. Son point de rassemblement se trouve à près de 500 km de sa position initiale. Il n'a pas de carte précise du terrain. Ses unités de ravitaillement en carburant n'ont pas reçu l'ordre de bouger. Il part quand même, parce que le commissaire politique Vachougine, envoyé par Moscou pour s'assurer que les ordres sont exécutés, menace de faire fusiller quiconque hésite. Pendant la marche, le 8e corps perd la moitié de ses vieux chars, non pas sous les obus allemands, mais sous ses propres roues. Les BT-7 mal entretenus tombent en panne les uns après les autres sur les routes défoncées d'Ukraine. Les équipages qui savent réparer le font au bord du chemin, sous les bombardements de la Luftwaffe qui attaquent les colonnes en mouvement sans rencontrer la moindre résistance aérienne soviétique. Ceux qui ne savent pas réparer abandonnent leurs machines et continuent à pied. Quand le 8e corps arrive enfin dans la zone de combat, il n'a plus que la moitié de ses effectifs blindés. Et il reçoit immédiatement un nouvel ordre: attaquer sans attendre les 2 autres corps censés agir à ses côtés. Le commissaire Vachougine insiste. Le général Pourkaïev, chef d'état-major du front, s'y oppose. Vachougine et Joukov, qui supervisent les opérations depuis Moscou, l'emportent. L'attaque commence sans coordination, sans appui aérien, sans infanterie motorisée en soutien. Les BT-7 foncent vers les positions allemandes à travers une plaine ouverte. Les canons anti-chars allemands les attendent. Le blindage du BT-7, 22 mm au maximum, n'arrête pas un obus de 37 mm à 1000 mètres. Les chars brûlent par dizaines. Les équipages qui survivent à l'impact sortent par les trappes et sont fauchés par les mitrailleuses. Le 7e juillet, 15 jours après le début des combats, le bilan est établi. Des 3140 chars soviétiques engagés dans le triangle Loutsk, Brody, Dubno, il en reste 679. Les Allemands ont perdu moins de 100 machines. Le rapport de perte est de 20 contre 1, dans le sens inverse de ce que le rapport de force initial laissait espérer. Le commissaire Vachougine, celui qui avait exigé l'attaque immédiate, ne verra pas la fin de la bataille. Apprenant l'ampleur du désastre, il se tire une balle dans la tête le 28 juin. À l'ouest de Kiev, les colonnes allemandes avancent sans rencontrer de résistance organisée. Sur les routes qu'elles empruntent, elles croisent des dizaines de BT-7 abandonnés, trappes ouvertes, moteurs froids. Exactement comme ce tankiste allemand en avait vu le 23 juin, sur une route de terre en Ukraine. Des machines qui auraient pu fuir et qui n'ont pas bougé. À Kharkov, à l'automne 1941, les ouvriers de l'usine locomotive, celle où chaque BT-7 a été assemblé depuis 1935, reçoivent un ordre inhabituel. Ils ne doivent pas terminer les chars en cours de fabrication. Ils doivent les détruire. Les colonnes allemandes approchent. L'usine doit être évacuée vers l'Oural avant d'être capturée. Les machines-outils sont démontées, chargées sur des wagons, expédiées vers l'Est. Dans les halls de production, des dizaines de coques de BT-7 inachevées restent sur les chaînes de montage, sans tourelles, sans moteur, sans armement. Les ouvriers les font sauter une par une avec des charges explosives. Des chars qui n'ont jamais existé, détruits avant d'être nés. C'est la fin de la production. En 6 ans, 5753 BT-7 ont quitté ces halls. Aucun n'en sortira plus. Ce que personne n'avait prévu, c'est ce que l'ennemi allait faire avec les épaves. La Finlande avait capturé des dizaines de BT-7 pendant la guerre d'hiver de 1939 à 1940. Cette campagne catastrophique où l'armée rouge avait perdu plus de 100 000 hommes contre une armée finlandaise 10 fois moins nombreuse. Les Finlandais avaient récupéré 18 de ces chars en état de fonctionner. Ils les ont étudiés, démontés et ont pris une décision d'une ironie parfaite. Remplacer le canon soviétique de 45 mm par un obusier britannique QF de 115 mm.
récupérés sur des chars capturés aux soviétiques. Le résultat, baptisé BT-42, est une machine hybride. Châssis américain, canon britannique, équipage finlandais, en guerre contre le pays qui l'a construit. Le BT-42 entre en service en 1942 sur le front finlandais. Il combat contre l'armée rouge jusqu'en 1944. La machine conçue par un mécanicien américain du New Jersey, construite dans les usines soviétiques de Kharkov pour traverser l'Europe en guerre, finit par tirer ses derniers obus sur les soldats du pays qui l'a fabriqué. Pendant ce temps, en Union soviétique, les BT-7 survivants continuent de servir, mais loin du front principal. Trop vulnérables face aux canons anti-chars allemands, ils sont relégués au théâtre secondaire, aux unités d'entraînement, aux garnisons de l'arrière. Par dizaines, puis par unités isolées, ils disparaissent des inventaires. Au 1er novembre 1942, les forces roumaines, alliées de l'Allemagne, capturent 32 BT-7 en état de marche dans le secteur sud du front. C'est l'une des dernières mentions de cette machine dans les rapports de combat du front de l'Est. L'homme qui les avait conçus dans son atelier du New Jersey ne verra rien de tout cela. Walter Christie meurt le 11 janvier 1944 à Falls Church, en Virginie, pratiquement sans le sou. Il a 78 ans. Aucun général américain ne vient à ses funérailles. Aucun communiqué officiel ne mentionne sa contribution à la guerre. Dans les journaux locaux, sa mort est signalée en quelques lignes. Un vieux mécanicien, inventeur excentrique qui n'avait jamais réussi à convaincre son propre pays. Ce que ces nécrologies ne disent pas, c'est qu'au moment même de sa mort, une version améliorée de sa suspension, montée sur le T-34, descendant direct du BT-7, avance vers l'ouest sur le front de l'Est, à travers la neige et la boue ukrainienne, en direction de l'Allemagne. L'idée qu'il avait vendue comme des tracteurs agricoles est en train de gagner la guerre. Mais le BT-7 lui-même n'a pas encore dit son dernier mot. En août 1945, 6 ans après Khalkhin Gol, l'Union soviétique déclare la guerre au Japon et lance l'opération offensive de Mandchourie. Les armées soviétiques qui franchissent la frontière ont besoin de machines capables d'avancer vite, très vite, à travers un terrain immense et peu défendu. Les T-34 sont là, en grand nombre. Mais dans certaines unités, des BT-7 sont encore en service, conservés à l'Est précisément parce que les Japonais ne disposent pas des canons anti-chars qui les avaient massacrés en Ukraine. Cette fois, le BT-7 fait exactement ce pourquoi il avait été conçu. Les colonnes soviétiques progressent de 300 km en 3 jours à travers la Mandchourie. Les divisions japonaises, équipées de chars légers sans puissance de feu suffisante pour percer même le blindage mince du BT-7, ne peuvent pas tenir. La vitesse, cette vitesse pour laquelle Toukhatchevski avait tout sacrifié, pour laquelle Christie avait ruiné sa carrière, pour laquelle des milliers d'hommes étaient morts en Ukraine 4 ans plus tôt, cette vitesse fonctionne enfin contre un ennemi qui ne peut pas la neutraliser. Le 9 août 1945, les BT-7 traversent la frontière mandchoue. Le 15 août, le Japon capitule. C'est le dernier combat de cette machine, non pas dans les plaines ukrainiennes pour lesquelles elle avait été construite, non pas contre la Wehrmacht pour laquelle Toukhatchevski avait tout planifié, mais dans une steppe asiatique, contre un ennemi secondaire, 6 ans après son heure de gloire. Dans les usines de Kharkov, reconstruites après la guerre, on ne fabrique plus de BT-7 depuis longtemps. La chaîne de montage produit désormais des T-54, les successeurs du T-34, eux-mêmes successeurs du BT-7. La suspension Christie a disparu. Mais la doctrine est là, intacte. Vitesse, profondeur, encerclement. Exactement ce que Toukhatchevski avait écrit dans ses cahiers à Ingolstadt, dans la cellule qu'il partageait avec un capitaine français entêté qui refusait de cesser de tenter de s'évader. Dans les archives du ministère soviétique de la Défense, il existe un document daté du 1er novembre 1942. C'est un rapport de routine sur les captures de matériel ennemi effectuées par les forces roumaines dans le secteur sud du front de l'Est. Au milieu d'une liste de camions, de pièces d'artillerie et de stocks de munitions, une ligne mentionne 32 BT-7 capturés en état de marche. Aucun commentaire. Aucune note en marge. La machine la plus rapide du monde en 1935 est devenue, 7 ans plus tard, une ligne administrative dans un rapport que personne ne lira. Ce document marque la fin opérationnelle du BT-7 sur le front européen.
Mais l'histoire de cette machine ne s'arrête pas là. Elle se termine ailleurs, de manière inattendue, avec une ironie que même Tukhachevski n'aurait pas osé imaginer. Pour comprendre ce que le BT-7 a réellement accompli et ce qu'il a manqué, il faut regarder ce qui lui a survécu. Le T-34, présenté comme le successeur révolutionnaire du BT-7, est en réalité son fils direct. Le moteur diesel V2 qui propulse le T-34 est le même que celui du BT-7M, la dernière version du BT-7. L'inclinaison du blindage du T-34, cette innovation qui stupéfie les ingénieurs allemands en 1941, avait été testée pour la première fois sur des prototypes expérimentaux dérivés du BT-7 dès 1937. Alexander Morozov, l'ingénieur en chef du T-34, avait travaillé sur le BT-7 à Kharkov pendant 6 ans avant de concevoir son successeur. Le T-34 ne remplace pas le BT-7. Il est ce que le BT-7 aurait pu devenir si on lui avait laissé le temps de grandir. Et le T-34 lui-même descend directement de 2 châssis achetés illégalement à un mécanicien américain endetté, documenté comme tracteurs agricoles, chargés sur un cargo à New York en 1930. La chaîne est ininterrompue. Christie, le BT-7, le T-34, Berlin 1945. En France, cette histoire résonne d'une manière particulière. Charles de Gaulle, qui avait partagé une cellule avec l'homme qui a tout rendu possible, publie Vers l'armée de métier en 1934, la même année où les premiers BT-7 sortent des halls de Kharkov. Son livre propose exactement ce que Tukhachevski construit en Union soviétique. Une force blindée professionnelle, mobile, capable de frapper en profondeur. L'état-major français le rejette. Le Parlement l'ignore. Seul Paul Reynaud, un parlementaire isolé, défend publiquement ses idées. 6 ans plus tard, en mai 1940, les Allemands appliquent cette doctrine contre la France. Ils percent à Sedan avec des blindés qui s'enfoncent dans la profondeur avant que les réserves françaises puissent être engagées. En 6 semaines, la France capitule. De Gaulle, promu général de brigade en pleine débâcle, commande la 4e division cuirassée avec 200 chars et sans appui aérien. Il attaque à Montcornet le 17 mai. Trop tard, trop peu, seul. Il rejoint Londres le 18 juin. Ce que les généraux français avaient refusé d'entendre de la bouche de Gaulle, ils venaient de le subir de plein fouet. Ce que les généraux soviétiques avaient refusé d'appliquer après l'exécution de Tukhachevski, ils allaient le payer de 12 millions de soldats morts entre juin et décembre 1941. 2 armées, 2 doctrines rejetées, 2 catastrophes à 1 an d'intervalle. Et au centre de tout, une machine conçue par un mécanicien américain que personne n'avait voulu écouter, construite par un maréchal soviétique que son propre chef allait faire fusiller, défendue par un officier français que son état-major avait écarté comme un illuminé. Le BT-7 n'est pas mort en Ukraine en 1941. Il est mort 3 fois. À Paris en 1934, quand l'état-major français a refusé la doctrine qui lui donnait un sens. À Moscou en 1937, quand Staline a fusillé l'homme qu'il avait construit. Et dans le triangle Lutsk-Brody-Dubno en 1941, quand des généraux sans formation adéquate ont envoyé des milliers de ces machines mourir sans plan ni coordination. Mais une dernière fois, cette machine a fait ce qu'elle était censée faire. Le 9 août 1945, à 0 heure, les fronts soviétiques du Transbaïkal et de l'Extrême-Orient franchissent simultanément la frontière mandchoue. Parmi les unités engagées dans l'offensive, des formations équipées de BT-7, conservées dans les districts militaires orientaux depuis le début de la guerre contre l'Allemagne, précisément parce qu'ils étaient inadaptés au front européen, mais parfaitement utilisables contre une armée japonaise dépourvue de canons anti-chars modernes. Cette fois, personne ne leur donne 3 ordres contradictoires. Cette fois, il y a du carburant, des cartes, une coordination entre les unités. Cette fois, la doctrine de Tukhachevski est appliquée intégralement. 6 ans après son exécution, 8 ans après la dissolution des corps mécanisés. Les colonnes progressent de 300 km en 72 heures. L'armée du Guandong, 1 million de soldats japonais, s'effondre avant même d'avoir pu organiser une défense cohérente. Les BT-7, ces machines conçues pour traverser l'Europe, traversent la Mandchourie. Le 15 août,
l'empereur Hirohito annonce la capitulation du Japon à la radio. C'est la première fois dans l'histoire que l'empereur parle directement à son peuple. Dans les steppes de Mandchourie, les équipages des BT-7 reçoivent l'ordre de stopper leur progression et d'attendre les instructions. Leurs moteurs tournent encore. Leurs chenilles sont couvertes de poussière mandchoue. 9 ans après avoir quitté les halls de Kharkov, la machine la plus rapide du monde s'arrête enfin. Non pas détruite, non pas capturée, mais simplement rendue inutile par la fin d'une guerre qu'elle n'avait pas été construite pour combattre. Si cette histoire vous a appris quelque chose que vous ne saviez pas, laissez un pouce en l'air. Cela nous aide énormément à continuer. Et dites-nous en commentaire, selon vous, si Toukhatchevski n'avait pas été fusillé en 1937, l'Union soviétique aurait-elle résisté à Barbarossa dès les premières semaines, ou la catastrophe était-elle inévitable, quelle que soit la doctrine? Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. Chaque semaine, une machine, une guerre, une vérité que les manuels d'histoire ont oubliée. La semaine prochaine, un char que la France craignait plus que le Tigre, que l'Allemagne produisait en série depuis 1939 et qui a détruit plus de blindés alliés que le Tigre et la Panthère réunis, sans que presque personne ne connaisse son nom.